Vous m'entendez au moins? Très bien. Donc aujourd'hui, ce sera l'interaction de PHP avec les bases de données. Vous m'entendez? Alors, l'un des points forts de PHP, c'est qu'il permet un interfaçage avec un grand nombre de bases de données. D'accord? Donc, les SGBD les plus connus peuvent tous être utilisés avec PHP. Quand on combine PHP avec l'interaction avec les bases de données, on peut obtenir des pages à 100% dynamiques, c'est-à-dire qui sont générées à la demande selon, par exemple, les réponses d'une requête à une base de données, etc. D'accord? Donc, c'est un paramètre très, très important pour nous. Alors, parmi les bases de données avec lesquelles on peut avoir l'interface avec PHP, nous avons MySQL, nous avons MySQL Server, nous avons Oracle, d'accord? Nous avons Informix qui est utilisé dans les systèmes bancaires, etc. Alors, et même si une base de données n'est pas directement supportée, on peut toujours utiliser un pilote ODBC pour pouvoir l'utiliser avec PHP. D'accord? La communication avec les bases de données se fait à l'aide de requêtes SQL. Donc, les requêtes SQL ne seront pas écrites directement du client vers la base de données, elles vont transiter par PHP. C'est-à-dire, si on a une requête SQL, on va l'écrire à l'intérieur de notre code PHP. Notre code PHP va faire l'interface avec la base de données et nous renvoyer les résultats. C'est ce qu'on va voir dans la suite du cours. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une API? Une API, c'est une interface de programmation d'application. D'accord? Donc, elle définit des classes, des méthodes, des fonctions et des variables dont notre application a besoin pour réaliser une tâche désirée. Dans notre cas, nous allons voir les API des bases de données avec PHP. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons voir juste après. Dans le cas des applications PHP qui ont besoin de communiquer avec les bases de données, les API nécessaires sont habituellement exposées sous forme d'extensions PHP. C'est-à-dire que certaines fonctionnalités ne seront pas des fonctionnalités de base de PHP, ce sera des extensions qu'il faudra installer pour pouvoir bénéficier de certains services, par exemple l'accès à certaines bases de données. Alors, ces API sont de deux types. Elles peuvent être procédurales ou bien orientées objet. Avec une API procédurale, on vous donnera des fonctions. D'accord? Avec une API orientée objet, vous allez instancier des classes, puis vous allez appeler des méthodes sur les objets résultants. D'accord? Donc, comment se fait l'accès aux bases de données en PHP? D'accord? Quel que soit le SGBD interrogé, la méthode est essentiellement la même. Alors, premièrement, on doit se connecter à la base de données. Deuxièmement, on va formuler une requête. Troisièmement, on va exploiter les résultats de cette requête. Et ensuite, on va fermer la connexion. D'accord? Alors, dans notre cas, nous allons étudier l'interaction de PHP avec le SGBD MySQL. D'accord? Donc, c'est un système de base de données gratuit et rapide qui fonctionne sur Windows comme sur Linux. C'est le système de base de données le plus utilisé avec PHP et c'est celui que nous allons utiliser en TP. D'accord? Alors, je vous avais déjà demandé d'installer WAMP Server. WAMP Server, c'est un environnement intégré qui nous offre à l'intérieur le SGBD MySQL. Donc, vous l'avez déjà normalement sur vos machines et vous pourrez l'utiliser ensuite pour les TP. Alors, la base de données MySQL peut être gérée aisément grâce à l'utilisation d'une interface d'administration qui s'appelle PHP C'est une interface qui vient avec EasyPHP ou bien WAMP Server et qui est entièrement écrite en PHP. Elle vous permet en quelques clics de pouvoir créer une table, créer une base de données, ajouter des champs, spécifier les types, formuler des requêtes, etc.
Donc, tout ceci sans avoir des connaissances préalables en SQL. D'accord? Donc, nous allons voir que l'utilisation de PHP-MyAdmin va nous éviter c'est-à-dire beaucoup de difficultés dans notre programmation. On va voir un aperçu de PHP-MyAdmin. Déjà, quelles sont les fonctionnalités? Les fonctionnalités qu'il nous offre, donc c'est créer et supprimer des bases de données, créer, modifier et supprimer des tables sur une base de données, éditer et ajouter des champs dans une table, insérer des données, etc. Maintenant, comment on peut y accéder? On avait dit, on installe d'abord WAMP Server. D'accord? Ensuite, on va aller sur le menu de WAMP Server et nous allons trouver PHP-MyAdmin. Quand on y accède, voilà ce que nous allons avoir. Bon, l'affichage va différer légèrement d'une version à l'autre. Mais en général, ce sont les fonctionnalités que vous allez retrouver. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez avoir comme fonctionnalité? Donc, vous aurez ça. Donc, vous aurez un volet, donc un onglet à gauche qui contient toutes les bases de données. D'accord? Donc, dès que je crée une base de données, elle va apparaître à gauche. À droite, vous avez les fonctionnalités offertes par WAMP Server. D'accord? Vous pouvez accéder aux différentes bases de données existantes. D'accord? Vous pouvez aussi accéder aux requêtes SQL et visualiser les utilisateurs, exporter ou importer une base de données, etc. Donc ensuite, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons sélectionner nouvelle base de données. Donc cette fonctionnalité, vous la trouverez à gauche. Donc elle nous permet de créer une nouvelle base de données. Comment créer cette nouvelle base de données? Voici l'interface qui va s'afficher. Donc sur l'interface à droite, l'affichage a changé. Nous allons avoir ici un cadre nous permettant de créer une nouvelle base de données. Créer une base de données. Je donne un nom à ma base de données. Interclassement, je le laisse, je ne touche pas. Et je clique sur le bouton Créer. Ceci permettra de créer ma base de données. Donc, normalement, dès que je la crée, elle devrait apparaître dans l'onglet qui est à gauche. Ce qu'on avait dit, l'onglet à gauche, c'est l'onglet qui permet d'afficher toutes les bases de données du système. J'ai créé ma base de données. Si vous regardez à gauche, vous allez voir qu'il y a ma base. Donc, elle a été créée. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer sur cette base de données une nouvelle table. Regardez ici sur le menu à droite, on nous donne la main pour créer une nouvelle table. Vous donnez le nom de votre table et le nombre de colonnes que vous voulez créer pour cette table. Et vous cliquez sur Exécuter. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va vous donner la main pour créer vos 4 champs. Donc, vous avez demandé 4 colonnes, on va vous donner 4 champs. Pour chacun des champs, vous spécifiez son nom, son type. D'accord? Est-ce que c'est un index ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est un élément clé? D'accord? Ici, AI veut dire auto-incrémenté. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une valeur auto-incrémentée? D'accord? Ensuite, vous appuyez sur le bouton sauvegarder, c'est-à-dire qu'il va sauvegarder les données que vous lui avez données. Vous venez de créer ici une table. Voici un exemple de table. Ici, j'ai créé une table avec 4 champs, ID, nom, prénom, adresse. ID, c'est small int. J'ai choisi de le mettre auto-incrémenté et de le mettre clé primaire. Nom, varchar de 20, c'est une chaîne de caractères. Prénom, pareil, j'ai mis varchar de 20. Et adresse, j'ai mis varchar 220. D'accord? Donc, la clé de la table, c'est ID. Donc, j'ai mis index primaire. C'est tout. D'accord? Et comme ça, on a une table. Notre table, à ce moment-là, est vide. Je peux la remplir soit avec PHP-MyAdmin, soit en utilisant mon code PHP. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour la création des tables, on va les créer avec PHP-MyAdmin. Pour ensuite la mise à jour des valeurs,
Alors maintenant, comment utiliser MySQL avec PHP? Donc, on a dit les étapes sont toujours les mêmes. Connexion au serveur, sélection de la base de données, formuler les requêtes, exploiter les requêtes, et à la fin, on ferme la connexion. D'accord? Alors, quelles sont les API disponibles pour MySQL? Il n'y en a pas une seule. D'accord? Il y en a 3. MySQL, MySQLi et PDO. Donc, il y a 3 façons différentes d'interagir avec le SGBD MySQL. D'accord? Alors, MySQL, c'est la première API qui est apparue. Sauf que maintenant, elle devient obsolète. C'est-à-dire, si vous l'utilisez, vous risquez d'avoir un warning sur votre machine pour vous dire que ces fonctions-là vont vite être supprimées. Mais sur beaucoup d'anciens sites, on continue à utiliser MySQL. MySQLi, c'est plus récent. D'accord? C'est ce que nous allons utiliser. Et PDO, nous allons voir par la suite qu'elle vous permet d'avoir un code qui est standard, que vous pourrez utiliser même si vous avez l'intention de changer de SGBD. D'accord? Donc, PDO n'est pas propre à MySQL. Il peut être utilisé indifféremment avec MySQL ou avec un autre SGBD. D'accord? Donc, dans notre cas, nous allons utiliser l'extension MySQLi. MySQLi a elle-même 2 interfaces. D'accord? Donc, elle nous fournit une interface procédurale et une interface orientée objet. D'accord? Donc, l'interface procédurale est très facile à utiliser et elle est similaire à celle de MySQL. Donc, si vous avez un ancien site et que vous voulez faire la migration, le plus facile, c'est de travailler avec MySQLi. Vous allez voir que c'est très facile de faire le passage. Les fonctions ont pratiquement le même nom. Il y a aussi l'interface orientée objet. D'accord? Alors, point de vue performance, il n'y a pas une grande différence entre les 2 interfaces. Donc, pour le cours, je vais vous présenter les 2. Mais pour le TP, on va faire l'interface procédurale. Pourquoi? Parce que depuis le début de PHP, on avait fait le choix de faire un travail avec les fonctionnalités, les fonctions procédurales. Donc, on va continuer sur la lancée et faire aussi MySQL, donc MySQLi procédural. Je vous donne quand même un aperçu sur l'orienté objet, juste pour vous donner une idée de ce qui existe et pour voir que c'est pratiquement la même chose. D'accord? Donc, on est sur MySQLi et on travaille en mode procédural. D'accord? Avant d'accéder aux données, il faut d'abord se connecter à la base de données. Quelle est la fonction qui permet de le faire? C'est la fonction MySQLi Connect. Elle vous permet de vous connecter à votre serveur. Qu'est-ce qu'il faut lui donner? Vous allez lui donner l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur, le mot de passe et la base de données que vous souhaitez utiliser. D'accord? Donc, MySQLi Connect, host, c'est l'hôte, donc c'est le serveur. Username, c'est le nom d'utilisateur. Password, c'est le mot de passe. Et dbname, c'est le nom de la base de données. D'accord? Voici un exemple. Je peux mettre par exemple ça dans des chaînes de caractères. D'accord? Alors ici, server name égale localhost. Ça veut dire que je suis en train de travailler en local. Alors, username, c'est username. Password, c'est password. Imaginons que j'ai un utilisateur qui s'appelle username et que son mot de passe est justement password. Ensuite, je vais mettre MySQLi Connect avec les 3 valeurs et test. Test ici, c'est quoi? C'est le nom de la base de données. Je récupère le résultat, je le mets dans une variable qui est la valeur de retour de la fonction MySQLi. Donc ici, c'est la variable con. Cette variable-là, je vais toujours m'assurer si elle me retourne une valeur nulle ou pas. Si elle me retourne une valeur nulle, d'accord? Et donc false. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu un échec de connexion. Toute valeur donc non nulle, donc true, sera pour nous un succès. C'est-à-dire que la connexion a été établie. Dès que vous utilisez MySQLi Connect, juste après, vous allez toujours vérifier si la connexion a été établie, afficher un message d'erreur à l'utilisateur et s'il y a le moindre problème, vous quittez. Pourquoi on quitte? Si j'ai un programme qui doit accéder à une base de données,
et je n'arrive pas à me connecter à la base de données. Je ne peux rien faire d'autre. D'accord? Si la connexion n'a pas été établie, je ne peux pas formuler de requête. Et donc, je quitte le programme. Donc ici, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi d'utiliser le die. Le die, on rappelle que c'est une fonction qui permet d'afficher un message d'erreur à l'utilisateur, puis de quitter le programme appelant. Donc, die, échec connexion. Je fais appel à la fonction mysqli_connect_error. C'est une fonction, nous allons voir par la suite, qui va nous donner les erreurs de connexion. Donc, elle va nous dire quelle est l'erreur qui a causé l'échec de la connexion. D'accord? Si la connexion est correcte, c'est-à-dire que je n'ai pas quitté, je vais mettre ici, par exemple, écho connexion réussie. Ce que nous devons retenir de cet exemple, c'est qu'à chaque fois que vous appelez MySQL Connect, récupérez sa valeur de retour et mettez-la dans une variable. Testez. Si cette variable-là est nulle ou bien false, d'accord, ça veut dire que la connexion n'a pas été établie. On affiche un message d'erreur à l'utilisateur et on quitte le programme. D'accord? Donc, pourquoi on quitte le programme? Pour éviter les erreurs en cascade. Parce que sinon, j'aurai des erreurs qui vont découler du fait que la connexion n'a pas été établie et moi, j'essaye d'accéder quand même à la base de données. Alors maintenant, imaginons qu'il y a eu des erreurs de connexion. Comment on les récupère? Nous avons deux fonctions. MySQL Connect Error, elle nous donne une chaîne de caractères. Donc, elle nous retourne un message d'erreur lié au dernier appel de MySQL Connect. D'accord? Donc, si aucune erreur ne survient, cette fonction retourne la chaîne vide. Si une erreur survient, elle vous donne une explication de l'erreur. MySQL Connect Error, donc ici, elle va nous retourner un entier. Elle nous retourne le code de l'erreur de la dernière tentative de connexion. Donc ici, elle va vous donner un code numérique et dans Connect Error, elle nous donne une chaîne de caractères, bien sûr, en anglais. D'accord? Donc, le but de ces deux fonctions, c'est quoi? C'est de nous aider à comprendre quel est le problème afin d'essayer de le résoudre. Pourquoi je ne suis pas parvenu à me connecter à ma base de données? De la même manière qu'on ouvre une connexion, on peut aussi la fermer avec MySQL close. Dès que vous mettez MySQL close, vous quittez la connexion. Mais si vous omettez de la mettre, systématiquement à la fin du script, on quitte la connexion automatiquement. D'accord? Donc, même si vous oubliez de mettre MySQL close, ce n'est pas un problème, vu que la connexion va automatiquement se fermer à la fin du script. Alors, quel est le paramètre qu'on lui donne? On lui donne con. Con, c'est la valeur qui nous a été retournée par MySQL Connect. D'accord? Donc, on récupère le descripteur et nous allons l'utiliser pour MySQL close. Maintenant, supposons que je me suis correctement connecté avec MySQL Connect. Quelle est l'étape suivante? Envoyer une requête. Quelle est la fonction qui permet d'envoyer une requête? C'est la fonction MySQL query. Elle permet d'envoyer une requête au serveur. Elle prend deux paramètres. Le premier, c'est l'identifiant de connexion vers le serveur. D'où est-ce qu'on récupère cet identifiant? C'est la valeur qui nous a été retournée par MySQL Connect. C'est un identifiant ou un descripteur de la connexion. D'accord? Et le deuxième paramètre, c'est une requête SQL que nous allons soumettre via la fonction MySQL query. D'accord? Pour les commandes de sélection select, MySQL query va nous retourner comme valeur de retour un pointeur sur le résultat qu'on pourra passer à certaines fonctions afin de récupérer le résultat. C'est-à-dire, si vous faites appel à MySQL query en lui donnant un select, elle va exécuter le select, récupérer le résultat, le mettre quelque part en mémoire. Quelle est la valeur de retour qu'elle va vous donner? C'est un pointeur vers le résultat. De quel type est ce pointeur? Ce pointeur est de type ressource. Ressource, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une ressource mémoire, d'accord? Et ce type-là, le type ressource, on l'avait vu dans les types de données spéciaux du langage PHP. D'accord? Donc, dans le premier cours, quand on a vu les types, donc on avait vu qu'il y avait le type ressource. Ici, les résultats d'un select sont de type ressource. Prenons un exemple.
Alors, je commence d'abord par me connecter. MySQL eConnect, localhost, user, password, base de données. Donc, je me connecte à la base de données. Je récupère le descripteur dans con. Maintenant, qu'est-ce que je fais? If MySQL correct error, c'est-à-dire que si il y a un code d'erreur, ça veut dire qu'il y a eu un échec de connexion. Qu'est-ce que je fais? J'affiche la chaîne de caractères, donc le message d'erreur, que j'obtiens par MySQL connect error, et je quitte le programme avec un exit. Si tout s'est bien passé, donc exit n'a pas été exécuté, je passe à la suite. Qu'est-ce que c'est que la suite? MySQL equal. Elle admet deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le descripteur de la connexion, donc la variable code. Le deuxième, c'est une requête SQL. Ici, par exemple, select étoile from table. La requête n'est pas forcément une requête SQL. Il y a une deuxième requête ici, par exemple, MySQL equery con insert into table values, par exemple, val1, val2, val3. D'accord? Donc, MySQL equery, vous lui donnez le descripteur de la connexion que vous avez récupéré lors de la connexion et vous lui donnez comme deuxième paramètre une requête SQL entre guillemets, c'est-à-dire sous forme de chaîne de caractères. Et une fois que vous terminez, vous mettez MySQL close. D'accord? Donc ici, s'il n'y avait pas eu le exit, imaginez-vous s'il y a une erreur de connexion et qu'on se retrouvait à exécuter MySQL query. Je vais avoir ici une cascade d'erreurs, un enchaînement d'erreurs, parce que je n'ai pas pris la précaution de quitter à temps. Donc, avant de passer aux requêtes, toujours, vérifiez si la connexion a bien été établie avant de formuler la moindre requête. Maintenant, je me suis connecté à la base de données avec MySQL Connect. J'ai formulé ma requête avec MySQL Query. Maintenant, je veux récupérer le résultat. Disons que j'ai une requête select. D'accord? Par exemple, comme tout à l'heure. Ici, regardez, j'ai exécuté ça. Select étoile from table. C'est une requête select. Elle va me retourner quoi? Elle va me retourner un pointeur. Ce pointeur, c'est une ressource qui contient, donc vers un emplacement en mémoire, qui contient les tuples du résultat. L'ensemble des tuples de la table table. Donc, comment l'exploiter? Nous avons trois fonctions permettant d'exploiter les résultats renvoyés par MySQL query. MySQL fetch assoc, elle va permettre de récupérer le résultat sous forme de tableau associatif. Chaque ligne de résultat, ce sera un tableau associatif, c'est-à-dire avec étiquette. Ou bien la fonction MySQL fetch row, elle récupère le résultat sous forme de tableau indexé, c'est-à-dire des tableaux énumérés, 0, 1, 2, etc. Ou bien MySQL fetch object, il va, elle, récupérer le résultat sous forme d'objet. D'accord? Parmi les trois, donc celle que nous allons souvent utiliser, c'est MySQL fetch assoc. Pourquoi? Elle nous retourne un tableau. Un tableau est toujours plus facile à manipuler qu'un objet. Mais aussi, elle nous retourne un tableau associatif, c'est-à-dire que les noms des cases du tableau sont les noms des champs dans la table. D'accord? Ce qui rend l'exploitation des résultats assez simple. Voyons un petit peu la syntaxe de ces différentes fonctions. MySQL fetch row. Donc, vous lui donnez le descripteur qui vous a été retourné par MySQL query. Et elle va vous retourner à chaque fois un tableau représentant une ligne du résultat. Alors, bien sûr, on l'utilise après une requête select. Pas quelle que soit la requête, on l'utilise avec les requêtes select. Chaque fois que vous allez appeler cette fonction, elle va vous donner une ligne du résultat. C'est-à-dire, je l'appelle la première fois, elle me retourne la première ligne. Je l'appelle la deuxième fois, elle me retourne la deuxième ligne. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de lignes de résultat. D'accord? Donc, elle retourne un tableau énuméré, c'est-à-dire numéroté, T2.0, T2.1, T2.2, etc., qui correspond à la ligne demandée, ou bien elle retourne false s'il ne reste plus de ligne, c'est-à-dire une fois que j'ai lu tous les résultats, ou bien si la requête n'a renvoyé aucun résultat dès le départ.
Les appels à MySQL fetch row retourneront à chaque fois la ligne suivante dans le résultat ou bien false s'il n'y a plus de ligne. Vous allez voir que la plupart du temps, j'utiliserai MySQL fetch row à l'intérieur d'une boucle. D'accord? Tant que la valeur qu'elle retourne n'est pas false, n'est pas nulle, je vais continuer à faire appel à la fonction. Dès que je reçois le résultat false, qu'est-ce que je vais déduire? Je vais déduire que les résultats sont terminés et donc je quitte. La deuxième fonction, c'est la fonction MySQL fetch a sock. D'accord? Donc, je lui donne le résultat qui est le descripteur qui m'a été retourné par MySQL query. Elle me donne à chaque fois un tableau. Cette fois-ci, le tableau n'est pas un tableau énuméré, mais un tableau associatif. Et le principe est le même. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez appeler cette fonction, elle va vous donner une ligne du résultat. Vous l'appelez la première fois, elle vous donne la première ligne. Vous l'appelez la deuxième fois, elle vous donne la deuxième ligne. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résultat. Lorsqu'il n'y aura plus de résultat à afficher, elle va vous retourner false et vous saurez que vous êtes arrivé à la fin. D'accord? Donc, cette fonction retourne un tableau associatif qui contient la ligne demandée ou bien false s'il ne reste plus de ligne. Cette fonction permet d'enregistrer les données sous forme d'un tableau associatif en utilisant les noms des champs du tableau comme indice, ce qui rend l'exploitation des résultats de la requête assez facile. Voici un petit exemple. J'ai d'abord la connexion avec MySQL eConnect. D'accord? Alors, regardez ici comment on a formulé la requête. MySQL eConnect or die. Alors, quel est le principe du or? Il est vrai dès qu'il y en a un qui est vrai. À l'exécution, il exécute d'abord le premier. C'est-à-dire qu'ici, la première chose qu'il va exécuter, c'est MySQL eConnect. Si la valeur retournée par MySQL eConnect est différente de false, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va être exécutée, on passe à la suite. Et le or vaudra 1. Si elle est fausse, que fait le or? Le or va exécuter le deuxième. Le deuxième, c'est quoi? Donc, si MySQL eConnect est faux, qu'est-ce que ça veut dire? Échec de connexion. Qu'est-ce qu'il va exécuter? Die, erreur de connexion. Le die va afficher un message d'erreur et quitter. Donc, si la connexion a été établie avec succès, il passe à la suite. Sinon, il exécute le die et quitte le programme. Une fois que je suis arrivé à ce stade, ça veut dire que la connexion a été correctement établie. Sinon, j'aurais quitté avec le die. Qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à MySQL query. D'accord? Donc ici, select étoile from table. Donc, je ne lui ai pas donné l'indice de connexion. D'accord? Donc, dans certains cas, on nous dit qu'il est optionnel. D'accord? Par exemple, lorsque la dernière connexion établie a été la connexion en cours. D'accord? Ensuite, donc, select étoile from table, c'est une requête select. Elle va me retourner l'ensemble des tuples de cette table. Qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer les résultats avec MySQL fetch assoc. Mais je ne sais pas quel est le nombre de résultats. Qu'est-ce que je fais? Je les mets dans une boucle. Tant que je ne suis pas arrivé à faux, ça veut dire qu'il reste encore des résultats. Quand est-ce que je saurai que je dois quitter? Lorsque le résultat de MySQL fetch assoc sera égal à false. Et à ce moment-là, on va quitter la boucle while. D'accord? Donc, while row égale MySQL fetch assoc, c'est-à-dire tant que cette valeur est différente de false, echo $row de ID utilisateur et $row de nom complet. Ici, par exemple, imaginons que cette table ait deux champs, ID utilisateur, nom complet. Les champs de la table seront égaux aux indices du tableau associatif. Donc, si dans table, j'avais ID utilisateur, je vais avoir ici ID utilisateur.
Si dans table, j'avais non complet, dans le tableau row, j'aurais aussi non complet. D'accord? Les noms des champs de la table seront les mêmes que les indices utilisés dans le tableau. Voilà pourquoi je vous ai dit cette méthode est la plus simple à utiliser. La troisième, c'est MySQLi Fetch Object. Vous lui donnez le descripteur qui vous a été retourné par MySQLi Query, elle va vous retourner un seul objet. D'accord? Pareil ici, elle vous retourne une ligne du résultat sous forme d'objet, ou bien false s'il n'y a plus rien à récupérer. D'accord? Maintenant, s'il y a eu des erreurs, d'accord? Donc, on peut récupérer les erreurs avec la fonction MySQLi error, d'accord? Elle retourne la chaîne de caractères décrivant l'erreur survenue lors du dernier appel à une fonction MySQLi. Donc, quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise pour le débugage, pour savoir s'il y a eu des erreurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut savoir? Pour les autres requêtes, donc le select, c'est bon, on a vu comment exploiter les résultats. Maintenant, pour les autres requêtes, insert, update, replace ou bien delete, on peut connaître le nombre de lignes affectées par une requête. Par exemple, nombre de lignes insérées, nombre de lignes mises à jour, nombre de lignes remplacées, etc. Et ceci en utilisant la fonction MySQLi affected rows. D'accord? Donc ici, c'est une fonction qui va vous retourner le nombre de lignes affectées par la dernière requête. D'accord? On va essayer de prendre un exemple complet, d'accord, pour expliquer comment fonctionne l'API procédurale. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais mettre ici des chaînes de caractères dans des variables. Donc, server name, c'est localhost, c'est un serveur local. Username, c'est username. Password, c'est password. D'accord? Et ma base de données s'appelle MyDB. Première fonction à appeler, c'est MySQLi Connect. Server name, username, password, dbName. Je récupère la valeur dans la variable con. If not con, die, échec de connexion, et j'affiche MySQLi Connect error, c'est-à-dire je vais afficher un message d'erreur, d'accord, à l'utilisateur et je quitte le programme. Maintenant, supposons que tout va bien. Donc, je passe à la suite. Je n'exécute pas le die. Alors, je vais mettre une chaîne de caractères qui va contenir ma requête. Select ID nom prénom from ma table. Maintenant, je vais faire appel à la fonction MySQLi Query. Comme premier paramètre, je lui donne le descripteur ou le pointeur de la connexion. Et le deuxième paramètre, c'est ma chaîne représentant la requête SQL. Dans notre cas, c'est une requête de type select. D'accord? If MySQL enumerate the result supérieur à 0, alors cette fonction MySQL enumerate, c'est une fonction qui me donne le nombre de résultats renvoyés par une requête select. Ici, s'il est supérieur à 0, ça veut dire que je sais que le nombre de résultats n'est pas nul. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais utiliser la fonction MySQLi Fetch Assoc. Je lui donne en entrée le résultat qui m'a été retourné par MySQLi Query. Mais je ne fais pas cet appel une seule fois, je le mets dans une boucle. Tant que je ne suis pas arrivé à la fin des résultats. D'accord? Donc ici, tant que je ne suis pas arrivé à faux, je boucle. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Par exemple, je vais afficher les éléments. Dans le tableau, nous avons par exemple ID, nom, prénom. Donc, je vais avoir row de ID, row de nom et row de prénom. Que je suis en train d'afficher ici, par exemple. Else, c'est-à-dire que si MySQL enumRows est égal à 0, je vais afficher 0 résultat. Une fois que je termine, je ferme la connexion en utilisant MySQLi Close. Donc voilà un exemple qui récapitule un petit peu tout ce qu'on a vu concernant l'interface MySQLi procédurale. Connexion à la base de données, vérification, formulation de la requête et ensuite
Exploitation des résultats, je les récupère avec MySQL fetch assoc. Et enfin, je ferme la connexion. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? C'est bon? Très bien. Donc, je vous ai dit, pour le TP, nous allons travailler en procédural. Mais juste pour enrichir un petit peu le cours, donc j'ai choisi de donner les deux autres solutions que nous allons présenter brièvement. Donc là, pour l'orienté objet et PDO, je ne rentrerai pas dans les détails. D'accord? Alors, l'interface, en plus de l'interface procédurale, les utilisateurs peuvent choisir d'utiliser l'interface orientée objet. Donc, d'un point de vue performance, il n'y a pas de différence entre les deux interfaces. Voilà pourquoi on a pris la plus simple, qui est la procédurale. Les étapes sont les mêmes. Je me connecte à la base de données, je formule une requête, j'exploite la requête, je ferme la connexion. Comment on se connecte avec MySQLi orienté objet? On utilise new MySQLi. D'accord? Donc, on crée une nouvelle instance de l'objet. Donc, qu'est-ce qu'on lui donne comme paramètre? Server name, username, password. D'accord? Comment vous savez qu'il y a une erreur? Il va vous retourner donc la propriété connect error, d'accord, qui sera à faux. Donc, si elle est, qui sera à vrai. Connect error à vrai, ça veut dire qu'il y a eu une erreur. Et dans ce cas-là, if con flash connect error, c'est-à-dire j'accède à la propriété connect error, si elle est positive, elle est vraie, donc j'affiche un message d'erreur et je quitte le programme. D'accord? Donc, je mets échec, j'affiche l'erreur et je quitte le programme. Sinon, si tout se passe bien, j'affiche tout simplement connexion réussie. Donc, on se connecte en créant une nouvelle instance de l'objet MySQL. Pour fermer la connexion, l'objet de connexion que vous avez créé, vous allez choisir dessus d'appliquer la méthode close. D'accord? Donc, la méthode close permet de fermer la connexion que vous venez de créer. Ensuite, comment formuler une requête? Donc, je mets ma requête sous forme de chaîne de caractères et je fais appel à la méthode query. D'accord? Donc, c'est toujours le même objet qu'on a créé. Donc, ce sera con flash query, donc la propriété query, qui demande comme paramètre la requête SQL. D'accord? Si c'est égal à true, c'est-à-dire que l'insertion, par exemple ici, a été réussie. Pourquoi? Parce que la requête que j'ai choisie, c'est une requête insert. Ou bien on peut tout simplement lui dire requête réussie. Else, on lui affiche un message d'erreur. D'accord? Donc ici, comment récupérer l'erreur? Donc, on va la trouver dans une propriété qui s'appelle error. D'accord? Qui va vous donner l'erreur sur la requête en cours. Donc, si tout se passe bien, vous allez afficher insertion réussie. Sinon, vous allez lui afficher le code de l'erreur. Alors, on va voir maintenant si j'ai une requête select, comment ça va se passer. Donc, j'ai une requête select, je l'ai mise dans une chaîne de caractères. Et maintenant, je fais faire appel à la même fonction qui est la fonction, pas la fonction, la méthode query. Quand on parle d'objet, on parlera de propriété et de méthode. Donc, je fais appel à la méthode query en lui donnant une requête SQL. Et on vérifie le nombre de résultats. Comment connaître le nombre de résultats? C'est la propriété num rows. D'accord? If result flash num rows supérieur à 0, c'est-à-dire si le nombre de résultats est non nul. Quelle est la fonction qui permet d'exploiter les résultats? C'est la méthode fetch assoc. Fetch assoc va vous permettre de récupérer un tableau associatif contenant les résultats, mais un tableau à la fois. Donc là aussi, c'est pareil, je mets ça à l'intérieur d'un while afin de pouvoir récupérer tous les résultats. D'accord? Donc si vous regardez bien, vous allez voir qu'il n'y a pas une grande différence entre l'interface orientée objet et l'interface procédurale.
Même le nom des fonctions en procédural ressemble beaucoup au nom des méthodes en orienté objet. Troisième solution possible, c'est PDO. Alors, PDO n'est pas propre à MySQL, d'accord? Donc, avec d'autres SGBD. Donc, il permet d'écrire un code qui peut fonctionner sur plusieurs SGBD avec très peu de modifications. C'est-à-dire, je vais avoir un code pratiquement standard que je pourrais adapter à n'importe quel SGBD. D'accord? Donc, PDO fonctionnera sur 12 systèmes de base de données différents, y compris MySQL. D'accord? Cependant, un driver spécifique devra être installé pour chaque type de SGBD supporté. Vous pouvez trouver la liste des drivers disponibles sur le site de php.net. D'accord? Maintenant, comment se fait la connexion? Je crée une instance d'un objet PDO. Qu'est-ce qu'il demande comme paramètre? Donc, il demande le serveur, ensuite la base de données, le username et le mot de passe. D'accord? Donc, avant de commencer le host, c'est-à-dire avant d'écrire le serveur, nous avons une chaîne de caractères ici. Pardon. Vous avez ici la chaîne de caractères MySQL 2 points, ensuite host. Qu'est-ce que c'est que MySQL 2 points? On appelle ça de data source name. D'accord? Donc, il va vous donner le nom de la source de données de travail. Ici, je travaille avec MySQL. Si je change de base de données, c'est ce data source name qui va changer. D'accord? Donc, on a dit, on peut avoir un code standard avec très peu de modifications. Ce n'est pas zéro modification. Il y aura des petites modifications, mais elles seront minimes. Parmi ces petites modifications, le changement de cette data source name. D'accord? Donc, MySQL veut dire que je suis en train de travailler avec MySQL. Si je change de SGBD, je change de DSN, Data Source Name. Alors, un autre avantage des PDO réside dans le fait qu'ils disposent d'une classe d'exception assez complète. Les exceptions, c'est la gestion des erreurs. D'accord? Pour gérer tout problème pouvant survenir dans les requêtes de base de données. Donc, le principe des exceptions, c'est quoi? C'est que vous avez un bloc de test. On l'appelle le bloc try. Vous exécutez le code que vous voulez tester. Dès qu'il y a une erreur qui survient, on passe directement au bloc catch. Le bloc catch permet de capturer l'erreur pour pouvoir effectuer un certain traitement. Donc, on exécute d'abord le try. Dès qu'il y a une erreur, on fait appel au catch pour capturer l'erreur et la traiter. D'accord? Nous avons une classe qui s'appelle exception. Donc, c'est une classe native qui permet de gérer les cas d'exception. Donc, la méthode, donc cette exception donc, a une méthode getMessage permettant de récupérer le message d'erreur. Donc, ici, vous pouvez avoir un mécanisme plus puissant pour la gestion des erreurs dans l'interaction en base de données. C'est l'un des avantages de PDO. Maintenant, prenons un exemple de connexion avec gestion des exceptions. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on se connecte en créant une nouvelle instance de l'objet PDO, donc new PDO, comme tout à l'heure. Sauf que pour tester les erreurs, je mets ça dans un bloc try. Le bloc try, il sert à quoi? Il sert à tester un code. Je veux savoir si ce code va générer des erreurs ou pas. Dès qu'il génère une erreur, je vais exécuter le premier bloc catch. Ce bloc catch a comme paramètre un objet de la classe exception. D'accord? Exception a une méthode qui est getMessage et qui permet d'avoir un message d'erreur permettant de décrire l'erreur. Donc, si tout se passe bien, j'exécute new PDO et c'est tout. Et s'il y a le moindre problème, puisque je suis dans un try, je quitte le try et je vais directement dans le bloc catch. Qu'est-ce qui va se passer dans le catch? On affiche un message d'erreur avec la méthode getMessage et on quitte le programme avec un die. D'accord? Donc voilà comment on utilise PDO pour se connecter et quitter en cas d'erreur.
la connexion, et bien tout simplement, vous mettez le pointeur que vous avez récupéré à la création, con, égale à nul. Ça vous permet de fermer la connexion. Maintenant, comment formuler des requêtes avec PDO? Alors, toujours, je suis dans le cadre du test, donc gestion des exceptions. Donc, j'utiliserai le bloc try et je prévois en bas un bloc catch. D'accord? Donc, deux codes de connexion, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais avoir la requête SQL que je vais mettre dans une chaîne de caractères et j'appelle la méthode exec. Donc, con flèche exec, donc j'appelle la méthode exec avec comme paramètre la requête SQL. Quel est l'effet de cette méthode? Elle va exécuter la requête SQL sur la base de données que j'ai ouverte. D'accord? Si tout s'est bien passé, écho, insertion réussie. S'il y a un problème, je quitte le try, je vais dans le premier bloc catch. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du catch? Il y a get message. D'accord? Et là, je n'ai pas quitté le programme. Pourquoi? Parce que je suis à la fin du programme. Ici, con égale à nul, donc je quitte la connexion et je quitte le programme. Si je n'étais pas à la fin du programme, j'aurais été obligé d'ajouter un die ou bien un exit. Maintenant, si je veux travailler en procédural, c'est clair, j'utilise MySQLi procédural. Si je veux travailler en orienté objet, lequel est le plus simple? MySQLi ou bien PDO? Chacun des deux a ses avantages. Les deux sont orientés objet, mais MySQLi offre également une API procédurale, donc il donne les deux. MySQLi est beaucoup plus facile à utiliser, ça on l'aura constaté quand on compare les fonctions. Par contre, PDO fonctionnera sur 12 systèmes de bases de données différents, alors que MySQLi ne fonctionnera qu'avec les bases de données MySQL. Et donc le choix est un peu difficile. Dites-vous la chose suivante. Si vous devez utiliser une autre base de données dans votre projet, c'est-à-dire vous allez faire migrer, vous prévoyez de faire migrer votre système prochainement vers une autre base de données. Dans ce cas-là, il vaut mieux commencer à faire le travail avec PDO. Si vous faites une migration vers une autre base de données, les modifications ou bien les mises à jour seront vraiment minimes. Maintenant, si vous comptez toujours travailler avec MySQL, pourquoi vous encombrer de PDO? Il est plus simple de travailler avec MySQL. D'accord? Dans notre cas, dans le cadre du TP par exemple, on se concentre sur MySQL et donc nous allons utiliser l'interface MySQLi procédurale pour l'ensemble des TP qui vont suivre. D'accord? Donc voilà ce que j'avais à vous présenter pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, donc je vous dis merci ou sahaf tolkom et à la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir tout le monde.